Bonus. Trax. Bienvenue dans le podcast du Cadran Shitlist, le podcast qui vous parle du pire de Star Trek. Je suis Guigui Le Gonigek et à l'occasion de la sortie du pas très attendu téléfilm Section 31 avec Michel Yeoh, j'ai décidé de consacrer à peu près autant d'efforts à la préparation de ce podcast qu'il n'a dû en falloir pour le produire. Rien à foutre. Here's a customer. Hoping for a word with you. Bring him. What are you doing in my space station? I'm giving you a chance to get back in on the action on a galactic scale. What a cute idea. The only way this works is if I know exactly what I'm dealing with. We're facing a threat unlike anything Starfleet's ever seen. Billions of lives are at stake. Gather your people. We're gonna need every one of them. 31 is a Black Ops division. Spy work. It's just a place for people to bend the rules. Starfleet is here to make sure no one commits murder. Whatever you believed your mission was, is worse than you thought. How do we stop it? We work together and don't get dead. I'll try my hardest. You ready? Let's get messy. You don't answer her questions directly, she will punch you in your face. What? You said that she was gonna be doing the face punching! I lied. You have no idea what you've started. This is gonna be bad. 5, 4, 3, Hold the course. 2, 1. We survive together. Working. Alors pour en parler, je suis bien sûr avec mon équipage d'élite, le vrai, le seul, l'unique, avec notre capitaine Manu. Salut Manu. Bonsoir à tous. Avec notre Romulien relou, Romain Bramy. Salut Romain. Salut tout le monde. Avec notre lieutenante Marie-Paul. Salut Marie-Paul. Salut tout le monde. Notre lieutenant-commandeur Marina. Salut Marina. Salut Guigui. Bonjour à toutes et à tous. Tu te demandais si elle avait un autre grade? Oui, j'ai réfléchi pour savoir si je me trompais pas cette fois-ci, et je pense que non, je me suis pas trompé. Et le dernier, c'est notre officier scientifique Romain Nigita. Salut Romain. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'à un moment Marina elle passe colonel ou pas? Lieutenant-colonel? Merci, ça n'existe pas, amiral. À un moment, Kira elle passe colonel, non? Ah oui, mais c'est pas pareil, les grades de Bajor sont pas pareils. Elle est colonel à la fin, ouais, tout à fait. D'ailleurs, Guigui, heureusement que l'amiral Manu demande cette promotion. Capitaine. Ah, c'est que t'essayes de pousser la mienne, c'est ça? Tu veux quitter la Starfleet pour rejoindre du coup la mise de Bajor, alors? C'est ça? Oui, mais je veux une Je vous promotion. trouve bien exigeants tous. Moi, je vous rappelle que je suis le Romulien relou depuis qu'on a commencé le podcast. Hein, c'est pas... Mais techniquement, je suis d'accord avec Marina. Guigui, t'as un podcast, tu devrais être capitaine. Moi, j'ai beaucoup de podcasts, je devrais être amiral. Mais c'est bon, vrai. C'est vrai que dit comme ça, c'est vrai, on devrait reconsidérer peut-être les grades, vous avez raison. En tout cas, avant de commencer, je voulais faire un petit point sur le podcast en 2025 parce que finalement, il n'y aura pas beaucoup d'actu sur Star Trek. Il y a Strange New World saison 3 qui va arriver, on sait pas quand, sûrement au milieu de l'année. Starfleet Academy, on sait pas quand, on sait même pas si ça sera vraiment cette année, parce qu'ils sont en train tout juste de terminer la production là maintenant, au moment où on enregistre. Ça sera peut-être en début d'année prochaine, on sait pas. Donc en tout cas, il y aura peu de Star Trek. La semaine prochaine, il y aura quand même un épisode que j'ai enregistré avec Kelvin Guillaume, donc d'un autre podcast où on joue au script Docteur holographique. Et surtout, ce qu'on vous propose, qu'on vous prépare avec Marie-Paul, Yasmine, Martin et Cel, une série de podcasts du jeu de rôle qu'on est en train de faire. Et c'est vraiment sympa. Et là, du coup, ce que je fais, c'est que je fais un petit montage pour créer comme une sorte de petite fiction audio. Hein. Alors, ça reste du jeu de rôle, mais voilà, on s'est créé vraiment un petit délire et on proposera ça, j'imagine, au milieu de l'année quand on aura le temps et que j'aurai fini le montage de tous les épisodes. Il y en aura au moins une quinzaine, je pense. Alors donc, on va parler enfin de ce qui nous amène aujourd'hui, enfin même si j'ai vraiment pas envie, je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment pas envie. J'ai envie de taper dessus en tout cas. Mais ouais, disons qu'on a tous et toutes, je pense, dit merde de Dry January pour insupporter le film et de l'oublier. C'est vrai. Ouais, désolé du coup pour ceux qui le faisaient. C'est vrai que j'imagine qu'il y a dû avoir besoin de remontants parce que donc on va parler de l'épisode, le film, le téléfilm Section 31 avec
le truc, quoi. Bah, techniquement, c'est un pilote, hein, ça se sent. Hein. Ouais, c'est vrai que ça sent que c'était prévu comme un pilote. En fait, c'était ce film Section 31, et donc produit par la CBS Studio. C'est créé Inside Out et Roddenberry Entertainment avec Alex Kurtzman, Heather Kadin, Roddenberry, Trevor Ross comme producteur exécutif et vraisemblablement comme showrunner si ça avait été une série télé, parce que initialement, effectivement, t'as raison Marie-Paul, c'était conçu comme une série télé, et ça avait été annoncé comme ça en 2019, et puis finalement la série elle est entrée en pré-production en janvier 2020, juste pendant le Covid, et du coup le tournage devait commencer en mai 2020 pour se poursuivre pendant à peu près 7 mois, et ça devait donc conclure le tournage d'une première saison en novembre, et qui aurait dû sortir en 2021, et sans doute, heureusement on peut le dire. Merci le dieu Koala. Merci. La production a été retardée par la pandémie de Covid-19, et du coup, même si après 2020, régulièrement Alex Kurtzman disait que le projet n'était pas annulé, nous on pensait tous que c'était mort, et que on pouvait se dire que c'était fini, quoi. Et les discussions se sont poursuivies, et puis finalement, en 2023 est tombée l'annonce que ce ne serait pas une série, mais un téléfilm simplement, un téléfilm spécial, et que ça serait le premier d'une série. Peut-être, si jamais ça marchait. Non, ça va avoir autant d'intérêt que Star Wars Story, qui a fait 2 films. Ouais, je pense qu'on peut même rajouter quelque chose, c'est-à-dire que c'est à peu près certain. Bon, je vais peut-être raconter des conneries, mais très sincèrement, je pense pas. C'est à peu près certain que Michelle Yeoh était sous contrat. Du fait du travail qu'elle avait fourni sur Strange New Worlds, je suis à peu près certain que sur Discovery, pardon, oui, sur Discovery, c'est à peu près certain que le projet était plus ou moins enterré comme à ce moment-là, et il y a eu l'incroyable succès du film dont j'ai oublié le nom et que vous allez m'aider, Everything Everywhere All at Once, qui a permis à Michelle Yeoh d'un seul coup d'avoir une période comme elle en avait jamais connue de sa carrière, hein, où elle a eu l'Oscar, elle a eu le Golden Globe et tout ça, et clairement les mecs de la Paramount se sont dit non mais c'est pas possible d'avoir l'actrice numéro 1 du moment, parce que c'est bien redescendu depuis, sous contrat, et de pas en profiter pour faire quelque chose. Moi je pense que la seule raison pour laquelle ce téléfilm existe, c'est à cause de Everything Everywhere All at Once, sinon ça se serait jamais fait en fait. Probable, c'est fort probable. Et d'ailleurs il se passe un truc à la fin qui te ramène directement à Everything Everywhere All at Once, qui est pas un hasard à mon avis. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse et je la partage complètement. Et avant vraiment de rentrer dans le dur du sujet, est-ce que quelqu'un veut nous rappeler ce qu'est la section 31 et aussi pourquoi c'était une mauvaise idée de faire un truc là-dessus ? La section 31, c'est une section spéciale de Starfleet. Ah non, pas de Starfleet. Justement. De rien du tout. De la Fédération. Ça fait partie de la Fédération, techniquement. Ouais, de la Fédération, ça on peut le dire. Qui est là pour jouer le rôle des forces spéciales qu'ont toutes les autres grandes races de Star Trek, et qui du coup des réseaux d'espions et des réseaux qui sont là pour faire le sale boulot, et qui est introduite dans Deep Space Nine, je sais plus quelle saison, 3 ou 4, quelque chose comme ça, il me semble. La saison 6. Ah, c'est saison 6 quand même. C'est dans Inquisition en effet, ouais. Dans l'épisode d'Inquisition où Bashir se fait interroger sur un certain nombre de choses parce que son passé n'est pas forcément totalement légal au final. Sa vie n'est pas totalement légale malheureusement pour Bashir. Et on découvre du coup cette section d'espions qui fait le sale boulot et qui plus tard dans Deep Space Nine va dans la guerre contre le Dominion tenter un génocide du Dominion en créant un virus et en injectant un virus chez les Changelings. Malheureusement à l'époque, c'était pour moi déjà une mauvaise idée dans Deep Space Nine, mais ça avait le mérite d'être une section dont la philosophie était opposée par les héros de Deep Space Nine, qui se retrouvaient toujours en confrontation avec cette section. Et par la suite, ça a été totalement mal utilisé dès que c'est sorti de la série, et c'est devenu un truc un peu tactical d'opération spéciale, avec lequel plus grand monde n'a de problème en fait, si ce n'est un peu officiellement, mais les gens se laissent un peu facilement séduire par le concept de la section 31, qu'on peut totalement imaginer être une réaction post-11 septembre, hein, clairement, ça a été introduit avant, mais du coup, l'impact sur l'univers de Star Trek n'est vraiment arrivé qu'après, quoi. D'ailleurs, c'est bien que tu cites le 11 septembre, parce que dans Enterprise aussi, il y a des épisodes section 31, et qui sont aussi post-11 septembre. Ouais, totalement. Il y a 2 saisons de Enterprise qui sont post-11 septembre, et ça se sent, oui. Et donc, ça s'ancrait bien dans ce cadre-là, mais même la section 31 à l'époque, c'était le début, et c'était une autre époque, et elle restait secrète, et ça restait un truc ambigu qui était contre les valeurs même des héros. Donc. Mais en fait, la section 31, ça convenait très bien à Deep Space Nine, parce que Deep Space Nine avait des nuances.
Donc en fait, rien n'était tout gentil ou tout méchant. Et en fait, introduire une section secrète, c'était peut-être maladroit, comme l'a dit Manu. Peut-être c'était pas vraiment Star Trek, mais d'un autre côté, s'il y a une série où ça devait être introduit, c'est Deep Space Nine. Par le côté, tous les personnages ont quelque chose à cacher. Il y a toujours des zones d'ombre. Et peut-être que Deep Space Nine était la bonne série. Après, c'est devenu n'importe quoi. Mais surtout, comme le dit Manu, les héros ne partagent pas du tout la philosophie et d'ailleurs, finalement, vont contrecarrer. La section 31 crée de quoi faire un génocide du Dominion pour gagner la guerre. Ça aurait pu se faire comme ça si les héros de Deep Space Nine n'étaient pas intervenus et pour niquer complètement le plan de la section 31 au risque de perdre la guerre d'ailleurs. Ça serait bien de mettre un spoiler en début de podcast pour celles qui n'ont pas vu Deep Space Nine, qui se font spoiler comme des cochons depuis 5 minutes. Moi, il y a un truc qui m'a toujours choqué qui m'a choqué dès mon premier visionnage de Deep Space Nine, c'est que la façon dont la section 31 est justifiée du coup dans Deep Space Nine, c'est toutes les autres races ont une section du genre, du coup on peut pas se permettre de pas en avoir. Et je trouve que ça va un peu à l'encontre de l'esprit de ce qu'avait lancé Roddenberry à l'époque, en se disant bah on peut imaginer autre chose justement. Et c'est le moment pour moi où la franchise retombe dans les travers de s'ancrer trop dans l'actualité sans réfléchir à la possibilité d'autre chose pour le futur. Ouais, mais d'ailleurs même ça, c'était pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que et je pense que c'est là où moi j'ai complètement lâché l'affaire et que dans Deep Space Nine ça passait et dès qu'ils ont essayé de l'utiliser dans d'autres séries, pour moi j'ai trouvé ça complètement nul. C'est le Tal Shiar, la section 31, c'est pas juste un service secret, c'est pas le MI5 si tu veux, c'est pas le Tal Shiar non plus. D'ailleurs on parle dans plusieurs épisodes de Star Trek de Starfleet Intelligence. Il y a un Starfleet Intelligence, on s'en doute bien qu'il y a un Starfleet Intelligence comme en effet tous les militaires ont un service de renseignement intérieur, un service de renseignement extérieur. Worf en fait partie dans Picard d'ailleurs. De Worf fait partie dans Picard, ce qui semble tout à fait normal pour le coup. Et si tu veux, ce qu'il voulait te montrer dans Deep Space Nine, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement caché en fait. C'était vraiment... Parce que ça va à l'encontre des principes de la Fédération. Ça va à l'encontre des principes, donc c'est vraiment, c'est ton livre noir en fait, la section 31, c'est le... Bah c'est presque une société secrète. C'est une société secrète, c'est exactement ça. C'est presque complotiste dans l'idée, si tu veux. C'est pas la CIA, c'est pas, tu vois, c'est autre chose, c'est quelque chose qui est... C'est les Illuminati, si tu veux, ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est pour ça que dès qu'ils ont commencé à l'utiliser dans d'autres séries, et finalement, tu vois, là, même là, on voit bien que ça va pas. Rachel Garrett, j'avance un peu, mais tu vois, un officier de Starfleet n'a rien à foutre dans la section 31 si tu veux, ça ne fonctionne pas en fait. Et elle pourrait être dans Starfleet Intelligence, un personnage comme un Garrett ou Picard ou Worf ou n'importe qui pourrait rentrer pour faire une mission au sein de Starfleet Intelligence et tout ça, mais là ça passe pas quoi en fait, rien que ça déjà c'était problématique. Après là ce qu'on voit là c'est une section 31 avant celle qu'on connaît dans Deep Space Nine, donc on peut peut-être supposer que le truc a évolué entre temps. Oui, mais rien que le nom deviendrait, tu vois ce que je veux dire, Romain, rien que le nom est déjà trop sorti, en fait, oui, si tu veux, c'est pas possible, en fait. Mais là où je te suis sur ce téléfilm-là, c'est qu'en fait, moi, c'est pas tellement le concept de la section 31 qui me gênait au départ dans Deep Space Nine, c'est juste que ce qu'ils en ont fait dans ce téléfilm-là, c'est pas du tout la section 31, c'est autre chose. C'est ça. Pour moi, c'est la même différence qu'entre... C'est la Force Mission Impossible, comme le sujet. C'est ça. J'allais dire, mais justement, pour moi, c'est la même différence qu'entre Mission Impossible, la série, et Mission Impossible, les films. Mission Impossible, la série, c'est de la manipulation super discrète, ils tirent jamais un coup de feu, juste ils retournent les gens contre eux-mêmes en leur faisant croire des trucs, et ça, c'est la manipulation mentale, la section 31, telle qu'elle existait au départ dans Deep Space Nine, et là on fait tout péter comme Tom Cruise qui saute à moto et qui s'accroche à la falaise quoi. Ah, c'est un sup. Mais bon déjà ça c'est problématique. Mission Impossible dans l'espace ça marche pas hein. Malgré la guest qui fait contrôle, je suis désolé ça marche pas. Ça aurait été une très mauvaise idée aussi, mais tu vois à la limite la série s'appellerait Starfleet Intelligence ou Starfleet Secret Service, je trouverais ça tout aussi nul, mais à la limite ça serait déjà plus en accord avec ce qui est censé être la section 31 initialement, si tu veux. Bah là, c'est juste Star Trek The A-Team, en fait. C'est l'agence touriste, t'as Barracuda qui fait tout péter, c'est ça enfin... C'est Star Trek Mission Impossible, quoi, vraiment. Pour vraiment, c'est un copier-coller de Mission Impossible. Jusqu'au scénario avec le MacGuffin et tout, c'est vraiment... Le début et la fin, c'est très clair. Je pense que la référence de Romain Nigita sur l'agence touriste est plus juste. Il y a quelque chose de plus kitsch, plus
Parce que Mission Impossible, c'est presque trop noble. Alors que l'agence Tourisque, c'était clairement... Il y a un peu des deux en réalité. Mais dans l'agence touriste, c'est des mecs qui sont recherchés par les autorités, alors que là, ils sont... Enfin, c'est une société... Enfin, c'est un ordre secret qui est gouverné quand même par la fédération, quoi, au final. Et ça mais va exploser. c'est plus le statut de Mission Impossible, où maintenant, c'est même canonique que c'est des des criminels qui ont eu le choix de... C'est la Suicide Squad, quoi. Pareil. Ah oui, c'est la Suicide Squad, mais vu, comme s'il avait été adapté par TF1, quoi. Moi, c'est ça que j'ai ressenti, en fait, en regardant le téléfilm. Bah non, parce que t'as pas Audrey Fleurot, donc ça peut pas être TF1. C'est vrai. Bon, alors, du coup, merci pour ce petit point. On va faire aussi un petit point à Philippa Georgiou, qui est donc cette empereur... Non, on a tous et toutes parlé dans Disco, et tout le monde a écouté les podcasts de Disco, c'est bon. Moi, je déteste le perso depuis le jour 1, donc s'il vous plaît, respectez ça. Malgré mon amour pour l'actrice, c'est compliqué. Ouais, moi pareil, et je regrette toujours... moi, j'adore le premier épisode de Discovery parce qu'elle est capitaine. Et j'aurais adoré avoir une série Star Trek Discovery avec Michelle Yeoh, Philippa Georgiou en capitaine, et faire une série entre guillemets classique, normale de Star Trek avec ce casting-là, ça aurait été incroyable. Avec la capitaine Georgiou, ouais, mais l'impératrice, c'est autre chose. Non, avec la capitaine, oui, tout à fait. Négatif, elle a commis des génocides, c'est une tueuse, enfin non, c'est pas possible. Pas Star Trek. Ah, puis là, ce qu'ils rajoutent en backstory, c'est nul. Oh là là, au secours! C'est facile, c'est... On va rentrer directement dans la zone spoiler. Red alert! Philippa Georgiou, je vous présente mon équipe. Voici Mel. Zeph. Vous avez l'air d'un véritable couteau suisse. Non, pardon, désolé. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je vais pas rester là à me faire insulter. C'est pas de vous dont je parlais, mais de votre imposante armure. Vous êtes nouvelle, alors je vais vous expliquer comment ça se passe, parce que quand vous parlez de la super armure, vous parlez de Zeph. Notre ami Zeph souffre de mécadysmorphie. Je sais peut-être pas ce que c'est, mais je compte pas non plus laisser passer ça. Je me sens offensé. Tu devrais... Peut-être, mais c'est un fait. C'est pas un diagnostic, t'es pas médecin. Zeph, il est pas médecin. D'accord, il sait. Ok, très bien. C'est bon. Il le sait, il le sait. D'accord, parlez-moi donc de ce Vulcain. Personne ne lui a dit. Ce corps à qui vous vous adressez, le Vulcain n'est juste qu'une machine. Je suis à l'intérieur. Je le pilote. Je contrôle le corps depuis ma capsule de transport. Elle me permet de me faufiler dans des espaces réduits. Bien le bonjour. Moi, c'est Fuzz. Fuzz est un nanoquin. Un vrai bout en train. Enchanté. La plupart du temps, il lui arrive d'avoir du mal à gérer sa colère. T'aurais pu t'arrêter à bout en train, Quasi. Un déguisement Vulcain plus vrai que nature. Décidément, on trouve vraiment des trucs sympas au marché noir. Les nanoquins sont de vrais charognards. La section a établi le premier contact quand on a découvert une infestation dans un vieux vaisseau. Quasi, si je t'entends dire infestation, une fois de plus, Quasi. Redis charognard aussi pour voir, espèce de sac à merde d'anamorphe. Je m'en suis rendu compte dès que c'est sorti. Je vais te botter le cul jusqu'à ce qu'il n'y ait plus jamais rien de solide qui en sorte. Fuzz, passe à autre chose. Super idée, ouais. Warning. Donc en fait, on a l'ex-empereur, donc Philippa Georgiou, qui rejoint encore donc la division secrète section 31, qui est chargée de protéger la Fédération Unie des Planètes malgré elle-même, on peut même le dire, et face au péché de son passé dans un scénario soi-disant écrit par Craig Sweeney, alors que tout le monde a compris que c'était la version miroir de ChatGPT qui s'en était chargée. Alors avant de commencer à parler du téléfilm, on est d'accord qu'on ne saura jamais pourquoi le gardien de l'éternité, dans la saison 3 de Discovery, l'a arraché à son époque, enfin à l'époque du futur. Parce que c'est pas la bonne époque. C'est pas la même époque. Ça pose un autre problème scénaristique majeur, si vous me le permettez, c'est qu'il y a un autre personnage qui est un contemporain de Georgiou dans le... Il y a un autre personnage qui est un contemporain de Georgiou, donc avec qui elle a grandi et tout ça. C'est d'ailleurs, moi, le seul truc qui est à peu près sauvable dans la série, c'est un peu la naissance du Terran Empire et l'espèce d'Hunger Games qu'ils organisent pour élire leur empereur. Mais bon, whatever, c'est pas très grave. Et qu'en fait, il arrive, c'est la même époque, elle est censée être projetée dans le futur. Lui, non.
Et pourtant, ils ont quand même le même âge, donc tu comprends pas du tout ce qui est arrivé à ce personnage. Est-ce qu'il est aussi allé dans le futur et tout? Ils se sont même pas posé la question du bordel. Ouais, non, ça va pas de sens. Hein. Oui, c'est vrai, il se retrouve à une époque. Alors, l'époque, on sait pas exactement quand c'est, mais c'est entre la série classique et la nouvelle génération, et ça serait vraisemblablement en 2325, un truc comme ça, quoi. Ouais, mais en fait, on s'en fout complètement de l'époque. C'est ça. Parce qu'il y a Gareth jeune. Bah, Rachel Garrett, elle est jeune, là, donc ça peut pas être ça. Mais au final, ça pourrait se passer n'importe quand. On en a rien à secouer, quand même, dans ce téléfilm. C'est clair. Il n'y a aucune référence à la Fédé, tu vois aucun vaisseau. On en a un peu rien à foutre, c'est vrai, mais c'est un double trou scénaristique de Georgiou, elle est pas censée pouvoir survivre en dehors d'un truc proche de son époque, et en effet, l'autre, il a vieilli comme elle, quoi. Donc à moins qu'il soit à l'époque de Discovery, mais il me semble pas. Non, ils sont pas du tout à l'époque de ouais, Discovery. Non, pas du tout. Ils sont bien après. Oui, c'est après, ouais. Discovery, début de Discovery. Sauf si tu dis que c'est pas des humains, toi, c'est un peuple genre des Eloriens et qui finalement vivent très longtemps sans vraiment vieillir physiquement. Mais on s'en fout. Non, mais quoi. même c'est pas ça, c'est que vu qu'ils se sont promenés à peu près. Enfin, je veux dire, Georgiou, elle a pas eu la même destinée. Elle, comme a dit Manu et Romain, et elle s'est promenée dans le futur, elle est revenue. Ça a été que quelques années pour elle. Et du coup, son ennemi, là, normalement, il devrait avoir, je sais pas, 50 ans de plus. Enfin, c'est bizarre qu'ils aient exactement le même âge. À minima, 50 ans de plus. C'est une sacrée coïncidence, quoi. Si c'est comme un Elorien, comme Guinan, il vieillit pas forcément comme vieillirait un humain classique. Oui, on sait pas de quelle espèce ils sont. On sait pas où il est allé. C'est vrai. On sait pas où il est allé et qu'est-ce qu'il a fait. Mais si, ils sont humains. Parce qu'il est de la même planète que Philippa. Ouais, mais elle vient de la Terre, Philippa, on en est sûr de ça? Oui, il me semble. On sait qu'elle est humaine. Au début de Discovery, elle était humaine, on nous avait dit. Donc, D'accord. En tout cas, j'ai pas commencé à faire un tour de table pour savoir dans quelles conditions vous avez regardé le film et qu'est-ce que vous en avez retiré, si ça vous a plu. Alors Marie-Paul, qu'est-ce que t'as pensé en tout cas de ce téléfilm? Pas grand-chose, pas du bien. Dans quelles conditions je l'ai regardé? Je l'ai regardé en 3 fois pendant la journée, parce que au bout de 25 minutes, j'avais envie de crever. Le cringeomètre avait explosé au bout de 15 secondes. Non, peut-être pas 15 secondes, un quart d'heure. J'ai dû faire des pauses parce qu'en fait, c'était pas possible, quoi. C'était gênant, c'était long, c'était pas bien, quoi. Et on peut même pas admirer les costumes Balmain et Balenciaga qui ont dû coûter une fortune et qui donc ont coûté tout le budget, je pense, du scénario et des effets spéciaux qui sont nuls. Enfin bref, non. Poubelle, et on peut l'oublier, quoi. Je suis vraiment désolée pour toutes les personnes qui ont travaillé sur ce film, toutes les actrices qui, au demeurant, sont pas si mauvais, mais leurs rôles sont tellement mal écrits que, on s'en fout, on n'a aucune empathie. Enfin voilà, c'est long, quoi. Ça aurait pu être déjà fait en 45 minutes et... Non, pas fait. Non, c'est ni fait ni à faire. Non, mais peut-être que ça aurait pu être, tu vois, mais en 45 minutes, pas en 1h35 où t'as juste envie de... Je sais pas, j'ai fait un puzzle en même temps, quoi. Ouais, bon, moi, pour dire la vérité, j'ai aussi fait en 3 fois parce que j'arrivais pas à supporter plus de 20 minutes. Et bon, j'ai fait un effort quand même, donc j'ai fait 20 minutes, 40 minutes et 20 minutes et environ. Et j'ai bossé en même temps tout pareil, mais pour moi, la seule façon qui aurait été de faire un film, un truc sur Section 31, c'est déjà qu'ils aient un truc à dire. Là, clairement, ils ont rien à dire, les scénaristes. Ils empilent des scènes et ils mettent des personnages qui gesticulent, mais en fait, on s'en fout de l'histoire, ça ne raconte rien. Mais donc, bref, pour moi, la seule façon qui aurait été de faire un truc Section 31, c'est en fait, la Section 31, c'est les méchants de l'histoire, et on voit, à la fin, ils perdent, et on voit en fait l'histoire à travers leurs yeux. Voilà, ça aurait été un peu... Et qui est un vrai propos, quoi, consistant. Mais là, il n'y a rien. Vraiment, il n'y a rien de rien, quoi. Et toi, Romain Brami ? Moi, j'ai remis une partie de ma vie en question, je t'avouerai, qu'en regardant cette série, je me suis dit que... mais ça m'arrive assez souvent en ce moment, mais je me suis dit que tout ce temps que j'avais consacré à cette pop culture qui me trahit tellement en ce moment et qui ne m'apporte tellement plus rien, en fait, mais vraiment plus rien. Et pire, qui m'insulte, en fait. Je me sens de plus... J'ai failli pleurer en le disant. Qui ne respecte plus du tout mon intelligence, en fait. À un point où vraiment je me sens insulté. Et c'est très différent, si tu veux, de regarder un film pour enfants, par exemple, et de se dire, j'en vois beaucoup, comme les jeunes parents qu'on est, et de se dire, c'est con, mais tu te sens pas personnellement insulté. Là, je me sens personnellement insulté, en fait, tellement que c'est nul, en fait, si tu veux. Ta réflexion sur ChatGPT est loin d'être bête, en fait, parce que c'est... je pense pas du tout que ça soit écrit par une IA, hein, mais c'est tellement un melting pot de trucs que t'as déjà vu, mais même pas 100 fois, de trucs que t'as déjà vu
1 milliard de fois, en fait, si tu veux, que tu deviens fou au bout d'un moment. Tu te dis, c'est pas possible que des mecs aient été payés à Hollywood, la mecque du cinéma, pour écrire un truc comme ça. En fait, vraiment, pour un mec comme moi qui a vraiment consacrer une partie de sa vie à la culture pop et en particulier à la culture audiovisuelle hollywoodienne, c'est vraiment à pleurer, en fait, si tu veux. Donc, je suis quand même assez énervé. Et j'ai eu des images qui me sont venues pendant le film. Évidemment, j'ai pensé à Rebel Moon. Alors, c'est assez fou, parce que Rebel Moon, c'est quand même un film qui est considéré unanimement comme un navet. Hein. Et moi, je suis vraiment un apologiste de Zack Snyder et tout. Mais Rebel Moon, bon, c'est un ratage complet, si tu veux. Il n'y a même pas de débat. C'est nul à chier, si tu veux. Et là, t'as l'impression que le mec a vu Rebel Moon et il s'est dit... Putain, c'est trop bien. Je vais faire la même chose, mais en pire. En fait, si tu veux, quoi, tu vois. Mais vraiment, tu me donnes pas envie de voir Rebel Moon. J'ai vraiment eu cette impression pendant tout le film, c'était fou, quoi. Et puis voilà, quoi, ça a été vraiment une expérience de c'est nul, en fait, mais c'est nul. J'ai pas d'autres mots, en fait, si tu veux, quoi. C'est lamentable. En fait. Tout à fait d'accord, et les dialogues qui sont censés être drôles, ils sont vraiment affligeants de nullité, c'est abyssal. Moi, j'avais l'impression d'être devant... en fait, un de mes péchés mignons, je vais vous le dire, de mes plaisirs coupables, c'est de regarder Les Mystères de l'amour, parce que je trouve ça vraiment tellement éclaté au sol que je pisse de rire littéralement devant... Alors, pour des scènes qui sont forcément pas écrites pour ça. Et j'ai retrouvé un peu de cette vibe de genre je sors une blague mais qui tombe à plat, écrit par un scénariste qui sait absolument pas ce qu'il fait. Et toi, Manu ? Bah ouais. Alors moi je l'ai vu qu'en 2 fois. J'étais meilleur que vous. J'ai tenu je crois 39 minutes avant d'aller faire un Age of Empires et de revenir finir. C'est compliqué. Alors à leur décharge. On sent que c'est un pilote, mais ils auraient peut-être pu le réadapter un peu plus parce que du coup, surtout dans les personnages, alors les personnages sont nuls, ce qui est gênant même pour un pilote. Ils ont pas d'arc, il y a rien, c'est juste une présentation de personnages et pour nous les poser pour quelque chose qui ne viendra jamais et heureusement que ça ne viendra jamais. Mais du coup, il y a personne qui ressort du lot, même Philippa Georgiou, je trouve, elle ne ressort pas du lot. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'il y a quelqu'un qui va mettre, imaginez, l'un ou l'une d'entre vous écrivait pour du Star Trek, on le mettrait sur notre CV. Il y a quelqu'un qui va mettre sur son CV qu'il a écrit du Star Trek. Et quand on lui posera la question, il devrait dire c'était section 31 et du coup baisser les yeux comme ça, baisser la tête. Après, on sait pas comment la production s'est passée, quelles ont été les décisions finales, etc. Ouais, mais attends, le gars qui a écrit ça, si je me trompe pas, c'est un gars qui a beaucoup bossé sur Medium, les 4400 et des trucs comme ça, donc il a d'autres choses à mettre sur son CV, donc il peut très bien l'oublier. Ok, bah tant mieux, mais c'est dommage quand même de passer à côté de cette petite carte à jouer dans le futur. Il y a un truc, c'est que ça aurait pu être juste nul, mal écrit ou autre, mais en plus, dans la prod, c'est horrible. C'est tellement kitsch, le point de départ où on te fait le passé de Philippa avec un mode... J'ai l'impression de regarder Dead or Alive, vu que j'aime beaucoup. Mais les présentations des personnages en début de Dead or Alive, voilà, c'est pas le même genre de film. Mais franchement, c'est vachement mieux. Et Romain, tu disais que t'as l'habitude de voir des films pour enfants. Bah moi, cette semaine, j'ai vu Paddington 2 pour Pixelma. Franchement, des personnages 100 fois mieux écrits. Enfin, c'est même pas un film pour enfants parce que c'est un film un peu pour tout le monde. C'est hyper bien, Paddington. C'est hyper bien. T'as beaucoup plus de personnages que dans ce film. Ils sont à peine plus caractérisés. Ils ont à peine plus de temps d'écran, mais ils sont caractérisés immédiatement. Les spectateurs comprennent où vont les personnages, qui veulent dire quel est leur intérêt, quelle est leur personnalité propre. Et là... Là, j'ai rien, quoi. Il y a un moment, on n'en a pas parlé, mais il y a le moment du traître, où il faut trouver le traître. Ah oui, putain, c'est gênant. Oh là là. C'est horrible. Et alors, horrible. Excuse-moi, je reprends la parole, Manu. C'est marrant aussi, ça je voulais absolument le dire avant d'oublier. J'ai lu un article cette semaine, Romain, je sais pas si ça va te parler, où c'était des scénaristes qui travaillent pour Netflix et qui disaient qu'ils en avaient ras le cul, le niveau de la création était tombé dans les limbes, et que maintenant... Oui, on leur dit, il faut des dialogues où tout est expliqué pour que les gens qui font autre chose en même temps puissent arriver à suivre. Exactement. On explique aux scénaristes. Alors je sais pas si c'est vrai, hein, j'ai pas trop. Il faut penser à ceux qui regardent, qui cuisinent en même temps. C'est ça. Mais comme il y a des gens qui regardent Netflix en faisant autre chose en même temps, en jouant avec leurs enfants sur leur tablette ou quoi aux caisses, il faut expliquer ce que tu es en train de faire. Et la séquence de la trahison, j'ai immédiatement. C'est horrible. À ça. Parce que la séquence, à partir du moment où le mec ne contrôle pas son corps et qui t'ont expliqué 10 minutes plus tôt que le petit extraterrestre, qui est d'ailleurs une réussite, je trouve, visuelle, mais bon, ça c'est vraiment anecdotique, ils t'ont expliqué qu'ils pouvaient prendre le contrôle. Je veux dire que même
même un mec qui a 3 grammes d'alcool comme moi dans le sang au moment où je vous parle, il comprend, il fait la connexion, il fait Et pourtant, ils te refont les flashbacks quand même à l'écran parce que voilà, c'est ça. Et là, t'as Giorgio qui fait « Attends, mais s'il a fait ça, mais dada, mais doudadi, mais dadada !» Et tu te dis mais c'est affreux, quoi, c'est affreux. Et en plus de ça, tu t'en fous qu'ils meurent tous à ce moment-là. C'est-à-dire, t'as envie, même si tu trouvais pas, si le traître était pas évident, s'ils mouraient tous, on s'en fout. Mais Romain, t'as complètement raison, parce que comme on l'a dit, je sais pas si tu l'as dit, mais moi en tout cas, j'ai regardé le téléfilm en travaillant, en faisant autre chose donc. Et effectivement, ça marche. Alors, sauf que la différence, c'est que moi, je me suis mis à faire autre chose parce que c'était nul à chier. Voilà, c'est le processus inverse en fait. C'est complètement aberrant ce truc. Mais c'était vraiment nul de bout en bout. Et toi, Marina ? Alors moi, si vous me posez la question de savoir si j'ai passé un bon moment, si c'était au niveau de Game of Thrones et de toutes les séries que j'adore, eh ben non, c'est une vraie catastrophe. Et ça me donne envie de vous réciter quelque chose qui est beau. Donc j'ai envie de réciter des vers du Erlkönig de Goethe. Donc, reitet so spät durch Nacht und Wind. T'as dit que tu parlais plus en allemand. Es ist der Vater mit seinem Kind. Et donc, j'ai envie de parler allemand ce soir. Pour vous dire à tel point, oui, je viens de vous réciter du Goethe parce que j'ai envie de beauté. J'ai envie de poèmes. J'ai envie de me rappeler de ce qui est beau. De séries qui sont bien écrites. Et on parle jusqu'à maintenant de choses qui sont très mal écrites, qui sont écrites n'importe comment. Il y a des chefs-d'œuvre. Il y a des séries qui sont bonnes. Moi, par exemple, j'ai beaucoup aimé Andorre. J'ai trouvé que c'était une série qui résistait à être adulte. J'aime beaucoup Le Mandalorian que j'ai revu récemment parce que Romain avait parlé de pop culture qui le décevait. Et je dois dire que moi, la pop culture... Elle est bourrée. Oui, je suis bourrée, d'accord, parce que j'ai cité du Goethe et j'ai le même taux d'alcool dans le sang que Romain. Voilà, moi j'ai envie de vous parler en allemand, de vous crier mon amour pour le beau, pour les séries. Nous aussi on t'aime, Marina, nous aussi on t'aime. Non mais moi je peux te faire une psychanalyse de Marina, pourquoi elle a envie de vous parler en allemand ce soir. T'es trop une troll, Marina. Parce que les bonnes années de Star Trek, Marina les a vécues en allemand puisqu'elle regardait TNG et Deep Space Nine sur Sat.1. Donc je pense qu'elle elle est dans le même mood que moi. Sat.1, sorry. That's whatever. Et je pense qu'elle est dans le même mood que moi. Elle est en plein. On est en train de reconsidérer nos vies entièrement à cause de ce téléfilm de merde. Et on réfléchit à tout ce temps qu'on a passé à regarder des trucs en allemand ou à payer trop cher des VHS pour final en arriver à là, quoi, en fait. Je suis désolé, hein, c'est super dark. Je vous aime beaucoup, tous mes chers comparses, mais par contre, ce film est vraiment nul à chier, donc si on peut éviter de faire 3 heures de podcast dessus, ça j'ai envie de dire qu'il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans ce téléfilm, et c'est la seule chose, c'est qu'en fait, on a parlé de Turkana 4, la planète natale de Tasha Yar. Désolée. Non mais ça, c'est le truc de la réplique de fin pour placer un nom, pour essayer de te raccrocher au truc à la fin. Marina, tu t'es fait avoir par ça. Franchement, et moi j'ai du mal, parce que généralement, je suis la reine du multitasking, c'est-à-dire que je fais généralement 2 ou 3 choses en même temps. J'ai mon téléphone, j'ai mon ordinateur, j'ai la télé allumée et j'essaie de tout faire en même temps. Et tu bois. Et je bois, là, ce soir, pour oublier ce que j'ai vu. En fait, c'est juste pas possible. Parce que quand on voit le niveau qui est produit par HBO, par exemple, je vais faire une digression totale et vous m'aimez pour ça. Tu viens pas d'en faire 10 déjà? Il y a une série qui s'appelle À l'aube de l'Amérique sur Netflix, qui est bien. Non, alors attendez, pas bien. Attendez. Non, attendez. Marie-Paul, attends. Et en voyant la série, je me suis dit, ok, c'est bien. Some help. À côté, il y a une série qui s'appelle Deadwood, qui a été produite il y a 20 ou 25 ans par HBO, qui est extraordinaire, un chef-d'œuvre. Et en fait, en voyant la série, je me suis dit, mais voilà, Netflix veut paraître adulte, parce que ça tire à tout va, parce que ça viole, parce que ça... Mais ils n'arriveront jamais au niveau de l'écriture de HBO, avec 11 épisodes. Mais une série comme Deadwood, je crois que pour l'instant, ça n'a pas été dépassé, ça n'a pas eu de succès, ça a été supprimé au bout de 3 saisons. Mais quand on voit le niveau d'écriture des séries HBO, maintenant, sur Netflix ou sur Paramount ou sur n'importe quelle plateforme, mais on est à milieu. Regarde Apple TV, s'il y a des trucs bien sur Apple TV. Parce que c'est pas la volonté de Netflix, c'est des networks de faire ça, en fait. Parce que, enfin, des serveurs de streaming. Tu as raison. Apple TV, c'est génial. Severance et toutes les séries que je regarde sur cette plateforme,
presque toutes. Legacy, enfin le film sur Godzilla avec Kurt Russell et son fils, c'était très bien. Monarch. La série Legacy of Monarch, Monsters, c'était très bien. On revient à Star Trek, les Oui, amis. oui, oui. On revient Non, mais à Star désolée Trek, pour la ouais, digression. parce que- Non, mais désolée pour la digression, mais vous m'aimez pour ça, parce que je digresse régulièrement. On va te donner des Mais- points de gage, hein, à force. On t'aime pour ça d'habitude, mais là, sur cette série, je crois qu'on n'a pas la patience. Mets des sous dans la Mais tirelire. je là. trouve que cet épisode est mal écrit. On voit venir les twists à des kilomètres. Et Michelle Yeoh est une très grande actrice que j'apprécie beaucoup. Je vous recommande de regarder Crouching Tiger, Hidden Dragon, Tigre et Dragon, je crois, en français. Elle est exceptionnelle et même dans le James Bond, elle est avec Pierce Brosnan, elle est exceptionnelle. Mais là, c'est pas possible. Dans l'épisode pilote de Discovery, moi je l'aurais suivi n'importe où, mais après, c'est pas possible. Là, le téléfilm est mal écrit, les twists sont prévisibles, on passe pas un bon moment. On a juste envie de faire autre Il n'y a, chose. pas que ça. Mais c'est parce qu'on n'est pas du tout dans le même modèle économique et de production que c'est même pas les networks, du coup, c'est le câble de l'époque, quoi. Parce que tu parles d'HBO, même les séries de network pendant longtemps, le but premier, c'est pour les networks de remplir 24 slots 20-24 slots de semaine par an, quoi, sur un planning de diffusion. Là où le câble, il fallait qu'il rapporte de l'argent, donc il fallait faire de la qualité pour attirer des gens. Aujourd'hui, dans une époque où tout le monde peut accéder à toutes les séries, le but c'est de capter l'audience. Et du coup de capitaliser sur des acteurs, sur des franchises, sur des trucs comme ça. Et c'est pas de produire de la qualité, c'est juste de capter l'audience et d'en garder un maximum par rapport aux autres networks, enfin aux autres plateformes de C'est services. du court-termisme, on est d'accord, mais ça, c'est un sujet dont on a déjà parlé. Et d'ailleurs, Michelle Yeoh, effectivement, comme le disait Romain tout à l'heure, si le téléfilm a été fait, c'est parce que l'actrice a eu l'Oscar. Et moi, je me suis dit... c'est de la capitalisation sur les actrices et sur la franchise et sur... Et moi, je me disais, au moins, j'espère qu'il y aura des bonnes scènes de bagarre, et on n'a même pas eu ça. Bah non. Ah. Et toi, Romain Nigita, qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi, je trouve que le seul point positif de ce téléfilm, c'est qu'on fait ce podcast ce soir et ça m'évite... ça me donne une bonne excuse pour pas regarder l'émission sur Dorothée sur TF1, que j'ai absolument pas envie de voir. Je trouve cette nostalgie à la con complètement stupide. Bref. Si on peut te servir au moins à ça, ça me fait plaisir. Il y a une réplique, moi, tout de suite, qui m'a fait tiquer dans le téléfilm et qui m'a dit résume tout le projet. À un moment, il y a Giorgio qui dit à Gareth que tout critiquer ne permet pas d'avancer. Du genre, mais arrête de râler, ça sert à rien. Ce téléfilm, c'est pareil. On est tous là en train de comprendre pourquoi c'est absolument à chier, mais en fait, ils en ont rien à foutre. Ils ont pas envie. C'est clairement, et c'est un téléfilm qui est écrit contre nous. Le personnage de Gareth, justement, qui vient de Starfleet, ça représente les fans de Star Trek qu'on est, et tout le monde lui dit, mais arrête de nous faire chier, nous on est là pour s'amuser, embrasse le chaos, etc. Mais en gros, c'est un gros fuck you. À tout ce qu'on aime dans Star Trek, c'est ton vieux Star Trek à l'ancienne, c'est nul, viens t'éclater avec nous. Sauf que on s'éclate dans la fange, grosso modo. Mais le pire, c'est que malgré toutes les absurdités, tout ce qui fonctionne pas dans toute la... Je l'ai vu d'un coup, hein. Moi je l'ai vu en une seule fois le téléfilm. Waouh, bravo. Moi aussi. Toute la première moitié, en fait, tout ce qui... Parce qu'en plus, c'est quasiment divisé en 3 épisodes avec des titres et tout, enfin, c'est complètement absurde. T'as l'impression de voir une ancienne production de Queen Martin avec acte 1, acte 2, comme Les Envahisseurs, Les Incorruptibles, etc. Je dirais que toute la première moitié, même si elle est complètement stupide, elle s'enchaîne assez vite. Tu t'ennuies presque pas, même si tu râles parce que c'est complètement stupide. Mais une fois que t'arrives dans cette deuxième partie sur la planète avec l'histoire de la taupe, là, pour de bon, tu t'emmerdes. Au-delà du fait que c'est idiot et qu'on te prend pour un con, tu te fais chier, il se passe plus rien. Ça devient là vraiment ultra cheap parce qu'en plus, tu te rends compte qu'ils ont tourné la même carrière dans laquelle ils ont tourné le flashback du début. Enfin, on a juste changé de filtre, grosso modo. Et même là, tu t'amuses même pas parce que le combat, en effet, le grand combat dans la station, dans la première moitié, on va sûrement reparler après, il est idiot, il est moche, etc. Non. Mais tu t'ennuies pas trop, tout s'enchaîne pas mal, il y a du rythme. Si, hein. Et en plein milieu, pouf, il se passe plus rien. Et toute la deuxième moitié, tu regardes ta montre, au-delà de même de râler parce que c'est grotesque, juste tu t'ennuies. Alors, moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je me suis ennuyé dès le début. Hein. Et en fait, si tu veux, et d'ailleurs, j'étais même cringé dès les premières secondes parce qu'on nous parle de destin. Alors ça, déjà, ça. Oui, ça, j'ai noté aussi. Ouais. Ça, et quelqu'un d'autre en reparle, le boss du commando redit à Giorgio, il faut que tu viennes avec nous parce que c'est ton destin. Et on en a parlé longuement quand on a fait le podcast sur le film de 2009, donc à Metz en Moselle. Voilà, le destin, c'est pas là pour de bon. Ils ont pas compris Star Trek, encore une fois.
Bah, ils sont allés chercher les citations grecques de Eschyle, je sais plus comment on dit, sur le destin et la vengeance des enfants, d'Agamemnon au reste. Bref, c'est... Et je pense que cette partie ennui, elle est un truc que tu as signalé, Guigui, mais sur lequel je pense qu'il faut revenir. C'est que, en effet, c'était un projet de série qui a été reconditionné en un projet de film. On a d'ailleurs plutôt connu l'inverse ces dernières années. Disney avait beaucoup reconditionné des projets de films en projets de série, dans l'univers Marvel et même dans l'univers Star Wars. Obi-Wan, ça devait être un film, c'est devenu une série. Et ça se sentait. Mais là, les mecs, en fait, et c'était pas bien, et ça se sentait, c'était pas bien. C'était nul à chier. C'était pas bien, c'était nul à chier. Les mecs enfin, ils ont même pas recréé une ligne, en fait. Si bien que t'as vraiment l'impression de voir un pilote de série qui est par ailleurs raté, mais le rythme est pas bon parce que c'est un rythme de pilote de série, en fait, avec des très longues introductions, des enjeux qui sont pas tellement intéressants finalement, parce que la série se lance finalement à la fin. On voit bien la fin, même il y a un truc de fou à la fin, ils font revenir le Vulcain robot, en disant ah ouais mais alors je suis la femme de l'autre et tout machin, mais ça c'est un pur twist de série, quoi. Enfin c'est vraiment truc de série. Moi ça m'a rappelé quand j'étais plus jeune, quand j'ai rencontré Romain Nigita, Alain Carazé organisait des screenings, en fait c'était vraiment, il reproduisait les pilotes qu'on recevait, voilà, c'était super. En fait à une époque à Los Angeles, à la même époque de l'année, on projetait plein de pilotes pour que les chaînes étrangères puissent les acheter, mais il y en a qui étaient annulés avant même que la série ait eu le temps d'être achetée. Et là t'as l'impression de voir ça, quoi. T'as l'impression de voir un pilote complètement foireux comme le pilote de Wonder Woman, si ça vous parle, ou je l'ai vu. Ou le téléfilm Nick Fury. Exactement, le film Nick Fury, etc. Avec ou dans une certaine mesure un autre pilote qui est resté masqué pendant des années, les Lon Goodman qui sont chers au cœur de Guigui évidemment, de X-Files, et t'as cette impression là aussi, t'as l'impression de voir un pilote foutraque qui n'aurait jamais passé, en effet, les exécutifs d'un studio il y a 25-30 ans, quoi, si tu veux, quoi. Et ils n'ont rien changé, c'est-à-dire, vraiment, peut-être le combat final n'aurait pas eu lieu aussi rapidement si, c'est le seul moment où tu te dis, ils accélèrent un peu, si tu veux, qui est nul d'ailleurs, le combat final, en plus le méchant n'a vraiment aucun charisme, le pauvre, c'est tragique, mais tout est écrit comme un pilote de série. Moi je suis de l'avis qu'ils n'ont rien changé, parce que sinon ils auraient enlevé des trucs. Parce qu'il y a des trucs qui sont là pour placer du background de personnages pour plus tard, genre les guerres eugéniques. Le mec qui revient à la fin, enfin le personnage qui revient à la fin, du coup sa femme, c'est vraiment là pour nous faire un arc de saison de il va la traquer, quoi. Enfin, elle va le traquer. Et on a même le personnage de Starfleet, il a un peu un nouveau statut, enfin, il a une nouvelle façon de voir les choses. Vraiment, c'est juste... Enfin, il y a plein de trucs qu'ils auraient pu les enlever, du coup, pour alléger, pour rajouter d'autres choses, plus peut-être des meilleurs dialogues, peut-être. Mais non, c'est resté tel quel. Je pense qu'ils ont vraiment rien changé, en effet. Ouais, Jamie Lee Curtis à la fin... Et le budget lui-même, qui est clairement un budget de pilote de série, quoi. Enfin, tu sens que c'est cheapos à mort, quoi. Ce que disent Kurtzman et donc Craig Sweeney, donc le scénariste, dans une interview qu'ils ont donnée à TrekCore, qui devait sûrement être un truc genre tapis rouge pour l'avant-première aux États-Unis, ils disent qu'ils avaient grosso modo quasiment écrit en effet toute la première saison et qu'ils ont quand même utilisé des éléments des épisodes suivants qu'ils ont remis du coup dans ce téléfilm. Ils disent que notamment le personnage de Dadano, donc le mec qui trafiquant d'armes, c'était normalement le bad guy de l'épisode 3. Ils ont utilisé des éléments de l'épisode 7. Donc ça se trouve, c'était la fin de saison, l'invasion du probablement, ouais, le troisième acte du téléfilm, en fait, c'était probablement la dernière saison. Donc en gros, ils ont compressé très maladroitement l'arc de toute la saison en un téléfilm. Donc c'est même pas juste un pilote, c'est vraiment... Ouais, c'est mal écrit. Vous vous rendez compte qu'on n'a même pas encore débattu sur l'utilisation d'un chéron, je sais pas comment ça s'appelle en français, un Kéron ou je sais pas, alors qu'ils sont censés être tous éteints. Le mec qui bosse pour elle dans son espèce de bar là, qui vient le côté blanc, côté noir. Battlefield. Oui, avec moitié blanc, moitié noir. Oui, moitié blanc, voilà. Ils sont censés avoir disparu, c'est con. Et c'était tout le but, toute l'idée de l'épisode en fait. C'est-à-dire que s'ils sont pas morts, l'épisode il a plus de sens final. Je sais pas. Pourquoi ils ont fait ça en fait? Parce qu'ils sont dit. Tu le sais pas, Marie-Paul, mais dans la série originale. Ils ont feuilleté l'encyclopédia, ils ont dit, oh tiens, lui il a une tête rigolote, on va la mettre, ça fera plaisir aux fans. Parce que ouais, Marie-Paul, dans la série originale, il y a un épisode en saison 3 qui oppose un membre de cette espèce avec un autre qui est pas exactement pareil. Il y en a qui ont le côté gauche blanc du visage et le côté droite noir, et les autres c'est l'inverse. Du coup, ils sont racistes les uns avec les autres, c'est une métaphore du racisme assez basique.
Et à la fin, le truc, c'est qu'ils sont les 2 derniers survivants de leurs espèces respectives et qui continuent à se battre jusqu'à la mort, quoi. Donc ils sont censés avoir disparu. C'était la note finale de l'épisode. Et bah non. Non, il y en a un qui est là, dans le bar, tranquille. Ouais, s'il y avait que ça. Ouais, mais c'est... Mais oui, t'as raison. Ça, du fanservice gratuit, à la rigueur, ça m'énerve, mais c'est nul. Mais c'est pas grave. Là, c'est même pas du fanservice, ça entache l'héritage de ce qui est venu avant. Ça diminue l'importance de ce qui est venu avant, en fait. Pour moi, non, parce que, en fait, ce téléfilm n'existe pas. Voilà, j'ai décidé de l'oublier. Pour moi, la section 31, c'est un projet avorté et ça restera comme ça. Pourquoi ils ont pas supprimé ça pour raison fiscale comme tout le monde sur des films qu'on aurait voulu d'habitude? Il y a aussi la pauvre meuf Delta, la meuf de Star Trek 1 là aussi qui est là pour se faire Delta, pour se faire. Oui, c'est aussi ça, c'est une ref à motion picture du coup, parce qu'on les a vus que là-dedans quasiment, je pense. Peut-être que même là-dedans. Ouais, et puis qui se fait tuer, ouais, bon. Pour avoir des remarques graveleuses comme ça, des trucs comme ça, super. Ouais. Bon, et puis il y a Jamie Lee Curtis qui fait un petit caméo à la fin, donc pour faire comme si effectivement il y aurait une suite, quoi. Oui, ça marche pas du tout, c'est vraiment super gênant. Mais sauf qu'on n'en veut pas de la suite. Ouais, on n'en veut pas de la suite, assez clair. Hein. Mais là, ça a été assez unanimement mal reçu à travers le monde. D'un coup, enfin, tout le monde a dit non, mais en fait non, quoi. Ouais, il n'y a pas d'apologie, c'est même pas une question de vision, c'est nul. Hein. C'est un peu comme Rebel Moon pour le coup. C'est nul, c'est objectif. Bon, on peut discuter de plein de trucs, mais là c'est objectivement nul, c'est indéfendable. Enfin, pour moi, c'est indéfendable. Ouais, ça a unifié tout le monde, au moins, c'est bien. L'unification, la fameuse unification. On peut parler d'un autre truc absurde juste 2 minutes, parce que je sais pas si ça vous a fait bondir vous aussi, mais la fameuse baston, donc avec leur gadget qui leur permet de passer à travers les murs et compagnie. On est d'accord que elle doit passer à travers le sol, elle doit tomber. Ah non, mais ça n'a fait... N'en parlons pas. J'ai complètement décroché, moi, de ce moment-là, donc j'ai même pas regardé. Ça m'a rendu fou, ce truc. Et puis, à un moment, donc il y a sa jambe qui est coincée dans le mur, et puis le plan d'après, non, une fois que la bagarre est terminée, il n'y a plus de problème, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'était comme ça. Ça n'a aucun sens. Moi, il y a vraiment rien qui va, de toute façon, dans tout ce truc. En fait, je crois que c'est le pire truc qui a été produit en live action, et pour moi, sur ça Star rejoint Trek. Du coup, de Star Trek. Ouais. Pour moi, ça rejoint les very short trek, parce que même dans les épisodes cringe qu'on a eu dans Strange New Worlds, dans des trucs qui étaient ratés, ou même dans des trucs qu'on n'aime pas de Discovery ou de Picard, il y a toujours au moins un truc. Je suis surprise à me dire que les scénaristes de Discovery me manquaient, tu vois, parce que ils poussaient certains trop curseurs dans un sens, mais ils avaient une direction, ils avaient quelque chose. Exactement. Au moins, ils avaient une direction. L'écriture. Ouais, tout à fait. Et en fait, c'est vrai que même, tu vois, même dans le pire épisode de Picard, t'as au moins une scène qui peut t'intéresser, t'as au moins peut-être un personnage, t'as au moins un truc. Là, il y a rien, quoi. Il y a pas une seconde de truc réussi, en fait. C'est vraiment tragique. Si, le maquillage de Giorgio, c'est très bien. J'étais éblouie. Ok. Alors, le maquillage de Giorgio ou de Véronique Dufranc? Non, de Giorgio. D'accord. Mais non, mais ce qui est terrible, c'est que t'as l'impression que Michelle Yeoh, elle s'éclate. C'est le seul truc qui fait un peu plaisir à voir. T'as l'impression vraiment qu'elle s'éclate. Je sais pas. Moi, c'est l'impression que ça m'a donné. T'as l'impression que c'est la seule qui a envie d'être là. C'était pas incroyable. Hein. Mais c'est tellement mauvais que t'es triste pour elle, quoi. Bah, on est triste pour tous, en fait. Hein. Moi, franchement, ça me fait mal pour le casting, parce que je sais que comment il s'appelle, le caméléoïde, Sam Richardson, c'est plutôt un bon acteur. Michelle Yeoh, il y en a plein. Il y a personne de vraiment mauvais niveau acting. Mais... Dans le casting, j'ai trouvé que tout le monde faisait son taf. C'est juste qu'ils étaient mal dirigés ou ils avaient des rôles nuls. C'est ça, et puis il y a plein d'actrices qui ont joué dans des nanars et c'est pas grave, ça arrive, quoi. Ouais, non, après, je trouve que c'est pas l'acting le problème. Hein. Franchement, c'est juste qu'ils avaient pas grand chose à jouer. Mais, non, mais même les dialogues qu'ils avaient à dire les rendaient. Enfin, ils pouvaient rien faire, quoi. C'était le trashman, là, celui qui se promène avec une armure, on dirait une poubelle. C'était vraiment, pour moi, j'avais vraiment mal pour lui parce que tout ce qu'il disait, c'était con comme la lune. Il a toujours des rôles comme ça, lui. Hein. C'est vrai ? Ah ouais, c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir. Hein. Les scènes où ils se disputent aussi au début, là, comme dans tous les films d'ensemble cast, et ça chipote, et l'autre qui est complètement, le Vulcain qui est complètement excitos là et tout. Mais t'en as rien à foutre de ces personnages, t'as même pas envie de les entendre et ils sont là à se disputer. Mais tu te dis putain, mais c'est nul, mais qu'est-ce que c'est mauvais, quoi. Oh là là. Mais justement, Marie-Paul, là, il y a une minute, vient de lâcher le terme, elle a parlé de nanar en parlant de la carrière de certains acteurs. Est-ce que pour vous, ce section 31, c'est un nanar ou un navet? Un navet. Un navet. Un navet. Parce que t'as aucun plaisir devant. Aucun, vraiment. Ouais, c'est un navet parce que
parce que t'as pas le côté drôle des productions moi nanar, je pense à ce que j'ai vu dans le cadre de Nanar, les répliques là. nulles te font rire là. Voilà, c'est ça. Où vraiment tu rentres dans un truc qui est tellement enfin voilà, là Rebel Moon c'est pareil, hein. C'est pas un nanar pour moi, c'est un navet. C'est nul à chier aussi, Rebel Moon. Quoi. T'as rien à sauver. Et voilà, non, c'est pas un nanar. Tu vois, si on reste dans l'univers de Snyder, comment les meufs qui se battent dans un espèce de jeu vidéo. Sucker Punch, c'est un nanar. Pour moi, ça pourrait être un bon nanar. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'aime bien Sucker Punch, il y a une vibe, tu vois, c'est un univers quoi. Ou les sœurs Wachowski, moi j'aime bien ce film en plus, mais pour moi c'est un nanar, le Speed Racer, je pensais à Speed Racer, oui, ou Jupiter Ascending, ouais. Jupiter Ascending, mais je pensais plutôt à Speed Racer, qui pour moi est un nanar si tu veux. Là non, t'as même pas envie de... Tu vois, si on se retrouve entre potes, c'est ça, si on se retrouve entre potes, on va pas le mettre en fond pour rigoler, tu vois ce que je veux dire, ça nous fera pas rigoler en fait. Alors que les mystères de l'amour, ça peut marcher. Bien sûr. Bien sûr, d'ailleurs, allons vite regarder Nico sur Je vois même pas ce que c'est, ce soir. Bon, bah moi je sais pas vous, mais moi je pense que j'en ai assez parlé. Ouais, je pense qu'il y a pas grand chose d'autre à dire de toute façon. Ouais, on a fait le tour. Moi, ça m'a fait revoir Star Trek Into Darkness à la hausse, c'est déjà ça. Clairement. Oui. Non, mais c'est vrai, pareil. Et même Star Trek 5. Mais oui, non mais carrément. En fait, même Nemesis, j'en parlais sur le Discord, je sais plus avec qui tout à l'heure. Ouais, même Nemesis c'est bien. Faut pas pousser non plus. Ah si, quand même. On n'est pas très loin avec Nemesis. Nemesis, c'est mieux que ça. Nemesis, c'est mieux que ça. c'est mieux. Vous êtes malade. Mais oui, attends, dans Nemesis, t'as la musique de Jerry Goldsmith, t'as des scènes, t'as des scènes qui sont sympas. Un truc que j'ai essayé sur lequel j'ai essayé de me concentrer quelques minutes, c'est la musique. Je me dis bon, la musique peut-être que c'est atroce. Déjà, ça commence par les notes des Dents de la Mer. Tu fais mais what? Non, après, alors c'est pas les notes. Oui, on t'a pas répondu. Mais ça ressemble de Star Trek First Contact en fait, et en fait c'est le thème des Borg. Exactement. Mais alors la ça question évoque est... ça quand tu connais pas quoi. Mais la question est pourquoi le thème des Borg? Parce que c'est vraiment le thème des Borg. Il a été très bien le il a été très bien utilisé dans la saison 3 de Picard, où en effet c'était vraiment la musique que tu associais à la Reine des Borg. Donc là en effet faire un hommage c'était presque évident. T'as quelques thèmes comme ça qui sont connus dans Star Trek. T'as le thème des Klingons, pour ceux qui connaissent, et t'as le thème des Borg. C'est du Goldsmith les deux, donc c'est quand même du haut niveau de musicalité. Mais là c'est complètement random en fait. C'est comme à la fin, ils te remettent le thème iconique de Star Trek. Oui, à un moment bizarre. Alors pareil, rien à voir. Enfin, tu comprends même pas ce que ça vient foutre là, si tu veux. Bah c'est pour te dire ça y est, il y a de la cohésion d'équipe, ça y est. Ah mais ça serait comme. C'est Jeff Russo à la musique. C'est vrai. Non, mais c'est fou quoi. C'est fou. Je me pose une question, parce que moi il y a un autre truc qui m'a perturbé, et techniquement ça se rapporte au Borg de via Discovery où on avait théorisé tout ça, mais le fait qu'elle s'appelle Control à la fin, Jamie Lee Curtis, ça m'a perturbé. Et qu'elle ait une semi-interface, une interface semi-Borg. Ouais, un peu comme Seven of Nine, elle a des implants, ouais. Exactement. Control, c'était bien le méchant dans de la saison 2 de Discovery. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis même l'autre, là, celui avec son armure, c'est quasiment un proto-Borg. Un Borg, ouais. Ouais, un cyborg, ouais. Mais ça n'a aucun sens. Le fait qu'elle s'appelle Control avec ses implants, et que la saison 2, elle insistait vachement sur le fait que c'était peut-être l'origine des Borg, Control, ça m'a... Je sais pas, peut-être qu'il y avait un plan sur le long terme avec ça. D'ailleurs, on l'a pas suffisamment dit, mais bon, déjà, tu fais une série, film, whatever, qui est censée être un ensemble cast. Donc, en effet, tu penses à Mission Impossible, tu penses à des trucs comme ça. Le droïde, c'est une catastrophe. Le Vulcain, c'est une catastrophe. Enfin, c'est la meuf, il l'a bousillée au bout de 2 secondes. Mais elle commençait très mal, les 2 secondes qu'elle a eues. Enfin, c'est totalement raté. Même ce qu'on appelle une Bible, quand tu commences une série, même la Bible est ratée. C'est-à-dire chaque personnage individuellement est naze, en fait, si tu veux, quoi. Et Georgiou, pour finir, je suis désolé, non, c'est inacceptable. Le fait qu'elle ait cette repentance et tout, machin, mais la repentance, tu peux l'accepter. Tu toute sa famille. Tu peux l'accepter pour un personnage qui a commis un crime ou 2 crimes, ou tu vois, ou machin. Mais là, la meuf, elle a tué des milliards de personnes. Enfin, je veux dire, faudrait quand même voir une série avec Adolf Hitler qui dit ouais, j'ai quand même pas été très cool avec les Juifs. Là, maintenant, quand même, je vais rejoindre la CIA et je vais aider les. Mais enfin,
C'est incroyable. Les choix de cette série sont incroyables. Surtout que son opposant, son antagoniste, lui dit « Ok, l'Empire terrien, c'est la merde, etc. Mais toi, en plus, t'as choisi d'être la pire de toutes. » Alors que t'étais pas obligé, quoi. Donc c'est vrai que ça va loin, malgré Et ça, on l'avait déjà dit à l'époque de Disco. Hein. On est l'avait déjà dit, parce qu'on l'avait déjà dit à l'époque de Disco, pour le coup. Excuse-moi, Romain, je t'avais coupé. Non, mais déjà, je suis d'accord avec ce que tu dis sur Giorgio, même si dans Disco, t'avais plus ou moins un arc, mais qui est remis à zéro au début de ce téléfilm, donc ça n'a plus aucun sens. Non, ce que je voulais juste dire, c'est que, après toutes les critiques qu'on vient de dire, finalement, le seul point positif dans tout ça, c'est que, en fait, quand tu regardes le générique de début, quand il y a marqué section 31, il n'y a pas marqué Star Trek. Ouais, donc tu peux te dire, non, c'est pas dans ma franchise. Bon, il y a le petit jingle au début, mais on va l'oublier. C'est ce que je me dis sur Enterprise aussi. Ça a remonté Enterprise dans mon estime aussi, en vrai. J'ai pensé à Enterprise des fois, je me suis dit, non, il y avait... Au moins Enterprise, il y avait des trucs avec les Andoriens, la création de la Fédération, tout ça, c'était bien. Ça, c'était bien. Là, il y a rien. Ah, c'est vrai, là, c'est vraiment le pire truc. Et de loin, quoi. Ça va être un trou noir, en fait. Vous imaginez... Bah oui, en plus, ils sont en noir. Vous imaginez quand même les personnes qui regardent cette daube et qui ont jamais vu Star Trek et qui J'espère qu'il y en a pas. disent... s'ils espèrent recruter des gens avec ça, mais au secours, quoi. Vous imaginez les personnes qui ont dû organiser le tapis rouge hier et sourire aux gens qui arrivaient, genre, vous allez aimer, vous allez voir, vous allez aimer, c'est bien. Les podcasteuses, là, de Girafe, là, je viens de voir qu'ils sont en route pour aller à encore un nouveau tapis rouge, je sais pas où. Girafe qui disait qu'elle l'a vu 3 fois, mais bravo, franchement, je vous envoie une médaille, je sais pas de quoi, clair. mais... C'est clair. J'aurais dissocié... Elle l'a vu 3 fois, mais parce qu'elle a aimé ou... Genre, je pense pour le... Parce qu'elle est invitée en tapis rouge, tu y vas, Romain. Enfin, c'est l'Amérique, c'est pas la même France. Même en tapis rouge, j'aurais pas vu le film. Oui, mais c'est pas l'orga de Paris, c'est l'orga de là-bas. C'est pas... Je comprends. Ils sont obligés d'y aller, quoi. Mais on va dire que pour, je pense, les relations publiques, et etc., c'est ce genre de choses, c'est un peu important, quoi. Anyway. Mais bravo. Et sinon, on a aussi une petite capsule de Yasmine qui voulait nous dire quelque chose. Captain, incoming message. Je viens tout juste de finir le film. Et comment dire waouh. Ouais, bah... Putain, j'ai clairement pas assez bu d'alcool. Voilà, c'était très mauvais. J'ai un peu de peine pour Michelle Yeoh. Et ouais. Vraiment merdique. Voilà, film de merde. Program complete. On va passer à la partie la plus intéressante du podcast, les promos ou recos. On va commencer par Marina, je pense, même si elle nous a donné pas mal de recos déjà. Alors moi, j'ai envie de citer David, qui est un auditeur du Quadrant Pop, avec qui j'ai discuté cette semaine. J'ai envie de mettre en lumière un de nos fans. Et voilà, donc David, je te salue. Je te remercie de nous écouter. On a discuté cette semaine de section 31, de l'attente qu'on avait. Voilà, et donc j'ai hâte de voir ton avis sur les commentaires de ce podcast. Donc j'espère que voilà, tu m'entends. Je sais que tu nous écoutes régulièrement et que tu es à jour. Donc moi, c'était ni promo ni reco. C'est donner la voix à notre public. Eh ben, ça fait plaisir, c'est gentil, Marina. Et coucou, David. Et toi, Manu ? Bah écoute, moi, à la base, j'avais choisi une recommandation facile, mais j'ai vu dans ton conducteur que c'était ta reco. Du coup, j'ai développé une addiction récente pour Marvel Rivals. Et j'aime beaucoup jouer en groupe à Marvel Rivals, parce que je n'irai jamais jouer seul, parce que me retrouver dans un groupe de gens qui jouent ensemble et je suis pas avec eux, ça ne m'intéresse pas. Du coup, voilà, je vous recommande Marvel Rivals, comme ça vous pourrez jouer avec moi. Envoyez-moi des messages quand vous êtes dispo, et puis on peut aller se faire une petite partie. Alors comment ça se joue ? Ça se joue avec une console, un ordinateur ? Bah c'est sur toutes les consoles. Je sais pas si c'est sur Switch, mais c'est sur les grosses consoles ou sur Steam, c'est gratuit et c'est pour les gens qui ne connaissent pas, c'est globalement Overwatch avec un skin Marvel et c'est hyper bien. Voilà. Alors si vous voulez jouer avec moi, vous ne jouerez pas Scarlet Witch parce que je ne joue évidemment qu'uniquement Scarlet Witch, mais venez. Ok, ah bah c'est noté. Et toi, Marie-Paul ? Alors, j'ai 2 promos qui sont rapides. J'ai participé à un spoiler récemment avec Guillaume et César sur le Doctor Who de Noël de Steven Moffat. Alors, est-ce que quelqu'un l'avait aimé dans ce podcast ?
Spoiler, il faudra écouter le podcast pour le savoir. Donc ça devrait sortir incessamment sous peu. Et je fais mon auto-promo comme d'hab. Cette semaine est sortie ma dernière traduction qui est Anzuelo de Marios 404 graphique et qui est une merveille graphique, poétique, fantastique. Comme disent la plupart des gens, assez exigeante à rentrer dedans, mais qui est vraiment super beau. Donc au moins feuilletez l'album parce que elle a fait un boulot somptueux à l'aquarelle. C'est ce que tu m'avais envoyé à un moment, on est d'accord. Et Marios. Oui. C'est son bouquin, ouais. Oui, c'est celui-là. C'est bien, je conseille. Et toi, Romain Nigita ? Moi, ça sera une reco d'un roman qui est sorti il y a quelques mois, qui est sorti fin octobre dernier aux États-Unis. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas encore de traduction. Donc, amis éditeurs, éditrices, on vous attend là-dessus. C'est Scenes from a Memory de Peter Orulian. Et si le titre vous dit peut-être quelque chose, c'est parce que c'est l'adaptation en roman du concept album du groupe Dream Theater. Donc, leur meilleur album qui est sorti il y a 25 ans pile. Et c'est du fantastique puisque c'est une histoire de réincarnation, d'hypnose. Ça se passe sur 2 époques, ça se passe de nos jours et ça se passe pendant la Prohibition et ça développe vachement l'univers de l'album qui était déjà absolument formidable. Et là où c'est étonnant que ça soit une réussite, c'est que ce même Peter Orulian avait déjà adapté l'autre concept album du groupe du groupe Dream Theater, cet album qui s'appelait The Astonishing, et sauf que The Astonishing, l'album était à chier, donc le roman était à chier. Mais dans le cas de Scenes from Memory, c'est vraiment une belle réussite. Donc voilà, si vous aimez le groupe ou même si vous aimez pas le groupe, il y a vraiment pas besoin de connaître l'album en question pour lire ce roman. C'est un truc qui se lit bien, qui se lit vite. Et voilà, que moi je vous recommande chaudement, sachant que moi j'adore ce groupe. Ok, super. Et toi, Romain Brami ? Moi, je vous conseille un jeu vidéo aussi, puisque Manu a ouvert la voie. Je vous conseille un jeu vidéo japonais qui s'appelle Unicorn Overlord. Ça ne parle pas de licorne, contrairement à ce que son nom indique, mais c'est une sorte de tactical RPG très très traditionnelle japonaise, avec tout ce qu'on aime dans les tactical RPG japonais. On le trouve vraiment pas cher en ce moment, et il a été élu jeu de l'année par pas mal de passionnés du Japon, en particulier, et ça sera ma deuxième reco, les gens du podcast Sumimasen Turbo, qui est le meilleur podcast sur la culture japonaise, en particulier jeux vidéo, par les anciennes Gaijin Dash, si ça vous parle. Donc voilà, Unicorn Overlord, achetez-le, vous passerez un très bon moment, vous pouvez vous jouer avec vos enfants, c'est vraiment le jeu parfait. Sur Switch, entre autres. Eh ben super, alors moi, ce que je recommande aujourd'hui, c'est l'album Icelander de Caril Ferré et Corentin Rouge, tout simplement parce que c'est ma chérie qui a fait la couleur. Et c'est un super bouquin d'anticipation chez Glénat. En fait, avec le réchauffement climatique, c'est la merde partout. Un des seuls endroits encore cool sur Terre, c'est l'Islande. Et donc maintenant, nous sommes, nous autres Européens et autres, des réfugiés climatiques et qui essayons de rentrer en Islande. Donc, En Islande ? En Islande. Ah ouais, ça va pas accueillir tout le monde. Ah, exactement, donc c'est un bouquin qui est assez Qui est assez chouette et qui est très très intéressant. Icelander. Donc, c'est avec Christophe Lambert, non ? Avec Christophe Lambert. Putain, il m'a volé ma blague. Mais c'est avec Caril Ferré, mais il a écrit des romans, Caril Ferré, non ? Et là, il a écrit donc une BD. Puisque t'as fait la blague avec Christophe Lambert, moi je vais dire avec Adrienne Paul, tiens. Et sinon, mon autre reco, c'est Sévrance, saison 2 qui a commencé sur Apple TV, c'est absolument génial. C'était ça ma reco facile. En parlant de production ultra compliquée, Sévrance 2, pour le coup, ça a été le cas. C'est bien, alors. Dites pas... on en a deux de sorties pour l'instant. Le premier, je l'ai vu, pas le deuxième, mais c'est bien. Au lieu de regarder Section 31, j'ai commencé par regarder bien sûr l'épisode de Sévrance parce que c'était... j'ai commencé Section 31, c'était trop dur, j'ai arrêté, j'ai regardé Sévrance et là c'était quand même... Mon rythme cardiaque a un peu baissé et je me suis senti un peu mieux. Et bien sûr, comme Marie-Paul, j'ai fait un podcast sur le sujet, donc sur la saison 2 de Sévrance. C'est chez Spoilers et on refera un podcast à mi-saison et encore un autre podcast pour faire le bilan de la saison 2. Donc ça sera sur les latitudes de bonus tracks avec Spoilers. Moi je ferais juste une remarque au membre de Spoiler, vous m'invitez jamais, bande de bâtards. Mais attends, il a dit que justement il ouvrait de plus en plus et qu'il allait inviter tout le monde au fur et à mesure. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, sinon, je serai au Festival Fantastique de Gérard Armer, justement pour faire un petit podcast reportage sur le festival, mais aussi, bien sûr, évidemment, pour profiter des films en compétition et autres joyeusetés qui seront là-bas. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous venez. Et puis, sinon, en podcast du Coin Pop, on se retrouve le 23 février pour parler de la saison 10 de X-Files avec Manu, Mehdi et Mara. Ah oui, et moi, je serai à Angoulême la semaine prochaine. Si jamais vous êtes dans le coin aussi, faites signe. Voilà, et comme ça, si vous voulez partager vos PTSD de Section 31 avec nous, on se prendra un petit café, ça va bien se passer.
En tout cas, donc merci à toutes et tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, merci de nous mettre 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez et que vous pouvez nous retrouver sur notre Discord, notre Blue Sky, notre page Facebook et surtout sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et plein de prospérité. Salut tout le monde. Salut. Salut. Au revoir tout le monde. Salut. Et à bientôt, salut. Et on vous invite à écouter le podcast Shitlist de la team Shitlist, dont fait partie Manu d'ailleurs. Coucou, et on les remercie de nous avoir autorisé à utiliser leur générique pour déconner, juste comme ça parce que ça fait plaisir. Program complete.